Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle webconférence du Conseil national des achats. Comme vous le voyez, un national des achats très actif avec beaucoup de sujets qui sont traités actuellement. Et en tout cas, on est très heureux aujourd'hui de pouvoir organiser cette conférence avec notre partenaire Per Angusta et trois intervenants de grande qualité où nous allons parler de performance et de nouveaux axes de contribution des achats. Comme vous le savez tous, on vit une période de grande transformation avec cette crise, avec cette grande crise, une nouvelle responsabilité des achats. Maintenant, la responsabilité des achats ne se situe pas que sur cette partie, la partie financière, mais également sur des enjeux RSE. Et donc, ce que nous allons voir aujourd'hui à travers le témoignage donc, de Marc Sauvage, de Frédéric Ginès et Thomas Burté, et au travers aussi de l'animation des interventions de Maurice Amoir. Donc, c'est voilà, comment maintenant s'inscrivent cette performance et les nouveaux axes de contribution des achats. Donc, sans tarder, je vais laisser la parole à Maurice. N'hésitez pas à poser vos questions via le chat. Ce qu'on vous propose, ce sera plutôt d'aborder ces questions à la fin de cette conférence. Le programme est riche, varié. On va essayer que tout le monde puisse interagir. Donc, posez vos questions et on n'hésitera pas, en tout cas, à revenir avec des réponses à la fin de cette conférence. Bonne conférence à tous. Merci beaucoup Nathalie, merci pour cette introduction. Je m'appelle Maurice Amoir, moi je suis directeur associé chez Per Angusta et j'ai le plaisir d'animer aujourd'hui cette session autour de cette dimension de performance et de contribution des achats. L'idée aujourd'hui, c'est vraiment de faire intervenir trois représentants éminents de la fonction achat que je vais vous présenter tout de suite et qui vont pouvoir échanger vraiment autour de cette thématique et apporter leur vision et leur diversité, je dirais, autour de ce sujet, nous présenter des approches qui potentiellement sont assez différentes, mais à mon sens complémentaires, nous allons le voir. Je vous les présente en 2 minutes. Frédéric Ginest est en charge des achats au niveau du groupe Eramet. C'est une organisation peu connue du grand public, mais un des grands leaders industriels français, un groupe spécialisé sur les métiers de la mine et de la métallurgie de spécialité. Bonjour Frédéric. Bonjour à tous. Marc Sauvage, ensuite, que beaucoup d'entre nous avons connu comme président du CNA, et encore merci au CNA, est aujourd'hui directeur général de la région Île-de-France, avec, vous allez le voir, un objectif clairement affiché de performance. C'est le seul parmi les trois, quand on a demandé une petite synthèse, qui nous a mis un objectif de performance directement. Et c'est un point que je l'inviterai à nous commenter. Bonjour Marc. Bonjour Maurice, bonjour à toutes et à tous. Et enfin, Thomas Burté, lui aussi un acteur bien connu du monde des achats, notamment parce qu'il a œuvré à l'émergence de la fonction contrôle des achats dans les organisations dans lesquelles il est intervenu et qui œuvre aujourd'hui au sein du groupe Transdev, un des leaders mondiaux du transport collectif. Bonjour Thomas. Bonjour Maurice, bonjour à tous. Alors, pour commencer cette table ronde virtuelle, on va avoir une organisation quand même un petit peu séquentielle, on va dire, parce que c'est difficile d'interagir, on n'est pas dans la même salle, évidemment. Néanmoins, pour l'instant, je vais demander à chacun des intervenants d'intervenir pour présenter un petit peu la façon dont il conçoit cette notion de performance achat lui-même et au sein de son organisation. Comment elle se décline, comment elle se partage. Et je vais donc demander à Frédéric de commencer, de lancer les hostilités, si je puis dire, et de nous partager sa vision au sein du groupe Eramet. Frédéric ? Merci Maurice, quelle responsabilité de démarrer. Donc, comme vous l'avez dit tout à l'heure, le groupe Eramet est un groupe minier métallurgique et ça a son importance. Il fait à peu près 2/3 de son chiffre d'affaires dans les mines. Et le métier de la mine est un métier très particulier. C'est un métier dans lequel votre chiffre d'affaires peut varier du simple au double, au triple. Et vous n'y pouvez rien puisque les prix des matières sont fixés par des indices internationaux. Et donc, vous devez vous adapter à ça. C'est la raison pour laquelle, lorsque les prix sont au plus bas, évidemment que la fonction achat est importante puisqu'on achète à peu près 80% de ce qu'on dépense, 75% de notre chiffre d'affaires. Et cet aspect-là économique est fondamental pour justement passer ces périodes difficiles. A contrario, lorsque les prix sont élevés,
Là, le paradigme change. On ne vous demande pas nécessairement d'aller chercher de la performance financière auprès de vos fournisseurs, mais là, on vous demande d'aller chercher des capacités, puisque là, il faut produire le plus possible, le plus rapidement possible pour profiter de ces cycles. Voilà, donc c'est dans ce contexte-là que la fonction achat d'Eramet s'inscrit et l'accompagnement, notamment autour de la performance financière, est fondamental. Merci Frédéric. Marc, je disais en introduction que vous aviez affiché directement un objectif de performance dans la synthèse, dans la présentation. C'est assez intéressant. On a plutôt tendance, je dirais, à considérer que les achats publics ont un peu de mal avec la notion de performance. Qu'en est-il aujourd'hui ? En fait, c'est de moins en moins tabou. C'est vrai qu'il y a quelques années, beaucoup d'élus ou de dirigeants qui mettaient en place la fonction achat dans le public avaient un petit peu de mal à parler euro parce que c'était euh, un peu iconoclaste par rapport au fait que chaque euro devait être dépensé, que quand on faisait des économies, finalement, ce n'était pas forcément une bonne chose parce que ça veut dire qu'on avait mal utilisé l'argent public. Et ça, c'est en train de changer. Les dirigeants se rendent compte de plus en plus que la fonction achat a un vrai apport là-dessus et que ce qu'on pouvait faire avec 20 millions, si on peut le faire avec 18, on peut réinvestir sur d'autres sujets qui vont contribuer aussi aux politiques publiques. Et c'est ça qu'on essaie de faire à la région Île-de-France. Moi, quand je suis arrivé en 2016, la fonction achat n'existe pas. Et Valérie Pécresse, qui venait d'être élue, avait mis dans son programme qu'elle voulait faire des économies sur sa fonction achat. Elle avait parlé de 100 millions d'euros. Moi, c'était ma feuille de route et c'était pas tabou puisque le chiffre était officiel et qu'aujourd'hui, on est à peu près à 120 millions d'euros d'économisés sur son premier mandat. Voilà. Après, on a deux autres axes de performance. On a évidemment un axe d'efficacité opérationnelle puisque en tant que business partner de nos directions opérationnelles, on doit toujours faire mieux, plus vite, plus efficace. Et puis, un axe qui est pour moi le plus important, qui est la contribution aux politiques publiques, mais je pense qu'on y revient dans la partie suivante, non? Tout à fait. Vous me dites si Merci. vous voulez que je développe un petit peu tout de suite, mais je regarde un petit peu. OK. Je pense que c'est une bonne introduction. Il y a déjà une question autour de la dimension de performance, performance financière versus autre dimension. Donc, évidemment, on va y revenir. Thomas, au niveau du groupe Transdev aujourd'hui, la notion de performance, elle est abordée depuis combien de temps et comment ? Alors, elle est abordée depuis assez récemment, en fait, avec surtout lié au fait que l'approche a un petit peu changé. C'est-à-dire qu'auparavant, l'approche des acheteurs était très orientée client interne et avant tout opportuniste, vers une approche qui est davantage orientée vers une logique de performance, c'est-à-dire un choix des sujets traités qui doit être davantage orienté vers cette logique de performance, tout en combinant aussi l'attente des business partners ou des key stakeholders. Et du coup, on a orienté un plan de transformation là-dessus, à la fois en interne et puis vis-à-vis des équipes, avec du coup un corollaire fort qui est de faire reconnaître cette performance au sein de l'entreprise. Alors, il y a un facteur qui a été un petit peu aidant, c'est le changement de rattachement des achats de la direction performance à la direction financière, qui du coup nous a facilité, on va dire, l'échange et surtout l'enjeu de faire reconnaître la performance financière par la direction financière. Je pense que ça répond un peu à la question qui a été posée. On a aussi, en termes de déclaration de performance, on est passé de quelque chose d'un peu aléatoire à quelque chose de complètement normé. Chez nous, 3 types de performance achat, que sont les impacts PNL, les coûts évités ou les encaissements, ce qu'on peut appeler des RFA ou des bonus. Et du coup, chaque acheteur, et ça c'est assez nouveau, a clairement un plan de performance tous les ans à remplir et qui permet d'orienter également ses actions. En complément de tout ça, parce que là ce que je disais c'était très franco-français, on est en train de border aussi le reste des autres pays de Transdev au sein de l'organisation, pour converger vers une déclaration unique de performance, ce qui est assez challenging parce qu'évidemment, on doit faire face à différents continents, différentes cultures, mais on est en train de finaliser cette démarche-là.
Parfait, merci Thomas. Merci pour ce premier éclairage. Ça me donne l'occasion de faire une transition assez facile sur qu'est-ce qu'il y a réellement aujourd'hui derrière ce concept de performance et notamment quelles sont les nouvelles dimensions éventuelles qui sont apparues ces derniers mois, je dirais, dans un contexte qui a beaucoup évolué, nous le savons tous. En particulier dans un contexte industriel aujourd'hui, Frédéric, est-ce que la dimension de performance achat ne recouvre pas finalement une influence très large au sein de l'organisation? Est-ce qu'elle va de la finance à la production? Quels sont les domaines je dirais les clients internes ou les fonctions impactées au sein de l'organisation? Vous êtes en muet, Frédéric. Je dirais à peu près toutes, hein. C'est ça qui est intéressant sur la fonction achat, c'est-à-dire qu'on est vraiment en relation quotidienne avec quasiment toutes les fonctions de l'entreprise. Je rebondis sur ce que vient de dire Thomas, c'est-à-dire que ce qui est vraiment très important dans cette histoire de performance et particulièrement de performance financière qui est très important en ce moment du fait de la crise, c'est d'être vraiment très aligné avec notamment la fonction finance. Ça, c'est pour moi fondamental. C'est vrai que quand je suis arrivé chez Eramet, en tout cas sur la direction des achats, les acheteurs calculaient leurs gains, voilà, et puis il y avait un reporting qui était remonté. Et puis souvent, on nous faisait la remarque en disant: «Vous êtes bien gentils les gars, mais on voit pas bien comment vous calculez tout ça, on comprend pas. Et puis bon, après tout, c'est vous qui le faites, donc vous pouvez bien y mettre ce que vous voulez». Et du coup, le travail qui a été pour moi le travail fondamental qu'il faut faire au départ, c'est déjà se mettre d'accord sur les règles, et pas tout seul, pas en chambre, se mettre d'accord avec la finance sur les règles et avoir une compréhension commune de ces règles. Les écrire d'une façon la plus claire possible et la plus simple possible, ce qui est pas simple justement, à l'attention à la fois de la population d'acheteurs, mais également à l'attention des contrôleurs de gestion. Et puis ensuite de les afficher d'une façon extrêmement claire, comme étant des règles, je veux dire, intangibles, hein, partagées par les achats et la finance. Et à partir de là, toutes les discussions autour je dirais, de la suspicion qu'on peut avoir autour de ces calculs est totalement levée, et on peut avancer. Et on peut avancer et commencer à utiliser ces chiffres comme des indicateurs de performance globaux pour le groupe. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui en utilisant notamment l'application Perangusta qui nous aide du coup à formaliser. Alors nous, on a déployé sur l'ensemble du groupe, hein, on est sur 5 continents, on a à peu près 120 acheteurs, hein, et donc l'application a été déployée sur l'ensemble du périmètre d'Eramet, et tous les acheteurs du groupe aujourd'hui utilisent l'application avec les contrôleurs de gestion en support pour s'assurer de la pertinence et de la réalité des chiffres. Donc ça, le chiffre devient non discutable, il est à ce point non discutable qu'on va commencer bientôt à même utiliser ces chiffres pour les analyses de passage financières, hein, donc faire apparaître la performance achat dans les analyses de passage financières, ce qui est une grande première chez Eramet. Très bien, merci beaucoup. Côté région Île-de-France, est-ce que le contexte des restrictions budgétaires, le contexte du Covid a amené finalement une évolution des dimensions couvertes par la notion de performance, ou est-ce que vous restez sur le même, vous parliez de second mandat de Valérie Pécresse, est-ce qu'il y a d'autres dimensions que vous abordez aujourd'hui dans ce cadre-là? Au-delà de la dimension financière, moi je voudrais insister justement sur la contribution des achats aux politiques publiques. Alors que nous, on n'est pas une entreprise qui doit faire du profit, mais on est là pour apporter des services à nos citoyens et aux entreprises du territoire. Donc, vous le savez, les compétences d'une région, c'est le transport, c'est l'éducation, c'est l'enseignement supérieur à la recherche, c'est la formation professionnelle, c'est la culture, etc. Et donc, nous, on est très connectés à tout ça, et c'est ce qui donne du sens à notre action au quotidien. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'une nouvelle politique publique est conçue, élaborée pour être votée par les élus puis déployée, les achats sont très en amont. Je vais donner quelques exemples. Donc, on a décidé d'assurer la transformation numérique des lycées. Donc, il y a 500 lycées à peu près dans la région Île-de-France, hein. Il y a plus de 500 000 étudiants sur les 3 cycles. Puis, bien sûr, il y a des classes prépa, des
bac pro, etc. Donc, ça fait une population très importante dont il faut s'occuper. Pour illustrer, on a à peu près 150 000 postes de travail. Hein. C'est l'équivalent d'une grosse entreprise du CAC 40 quand on compte les lycéens, les profs, etc. Donc, on a surtout décidé d'équiper tous les lycéens de tablettes et de PC. Donc ça, c'était une grande ambition de Valérie Pécresse pour faciliter l'enseignement. Et d'ailleurs, pendant le confinement, parce que vous parliez d'impact du Covid, pendant le confinement, ça a permis, quand les lycées étaient fermés, à tout le monde de continuer à travailler. Et donc, on a travaillé en amont, nous, pour acheter tout ça, rencontrer les fournisseurs, s'occuper évidemment de toute la partie service qui va avec, la logistique, la distribution, le SAV. Ce n'est pas qu'un produit qu'on achète quand on distribue comme ça des tablettes à 500 000 personnes. Et on a aussi abordé tout l'aspect écosystème qui va avec, puisqu'il faut acheter des cours en ligne, il faut acheter tout ce qui va se substituer progressivement au manuel. Bon, ça, c'est un premier exemple. Après, on a aussi travaillé sur les formations en ligne des demandeurs d'emploi, puisqu'on a la compétence formation professionnelle. Donc, évidemment, avec le Covid, on n'a pas pu maintenir toutes les formations en présentiel pour les gens qui cherchent du travail ou pour les gens qui veulent se former. Donc, on a accéléré des contrats, le fait de mettre des contrats avec des entreprises qui savent faire des formations en ligne. Autre exemple, on a acheté des réanimateurs éphémères pour augmenter la capacité d'accueil dans les hôpitaux. Malheureusement, c'est très d'actualité, on arrive à saturation et donc on a travaillé avec des industriels et avec les hôpitaux pour trouver des solutions qui permettent de transformer des lits classiques, entre guillemets, en lits d'accueil de situations de réanimation. Et ça, on l'a déployé très, très vite. On a réussi à travailler avec UniAchat pour des solutions rapides d'achat. Et donc, on a déployé ça. Et franchement, là, on l'a mis en place très récemment et ça s'avère très, très utile compte tenu du fait qu'on est saturation. Dernier exemple, et je vais m'arrêter là, mais puisque ça aussi, c'est important dans le rôle des achats, on travaille à la mise en place de local et de bio pour la restauration des lycéens. Aujourd'hui, chacun de nos 500 lycées a sa propre cantine et faisait ses achats de façon un peu séparée. Or, vous savez, il y a une loi qui s'appelle Egalim qui oblige à mettre toujours plus de local et bio. Qui plus est, notre présidente a décidé d'aller plus loin dans les indicateurs et plus vite. Donc, on a mis en place une centrale d'achat pour acheter ensemble avec les lycées. Et du coup, on a aussi travaillé avec les producteurs pour anticiper la mise en place de bio, la structuration des filières, l'achat local, c'est-à-dire que ça oblige à faire un allotissement quand même assez fin pour que chaque lycée puisse s'approvisionner au plus près de chez lui. Il faut savoir qu'en Ile-de-France, c'est peut-être peu connu, mais il y a un gros pourcentage de surface agricole et de producteurs en grande couronne. C'est très vert finalement, et donc il y a des possibilités d'approvisionnement qui sont assez nombreuses. Donc on a beaucoup travaillé là-dessus, et franchement, ça c'est un projet très intéressant parce que c'est un travail à faire en commun avec les fournisseurs pour structurer toutes les filières et un travail avec chaque acheteur, au sens approvisionneur du terme, pour qu'il puisse avoir des produits locaux et bio près de chez lui. Voilà quelques exemples. Ce sont des bons exemples. Merci Marc. Thomas, côté Transdev, aujourd'hui, je suppose que la pression économique, la pression sur les coûts est très forte dans un contexte qui est aujourd'hui très difficile dans votre secteur d'activité. Est-ce que vous arrivez néanmoins à ouvrir un petit peu les perspectives sur d'autres dimensions que la simple dimension économique quand vous parlez de performance ? Oui, il y a effectivement deux axes sur lesquels on insiste énormément et de plus en plus. Un, à la fois lié à la relation fournisseur, à la gestion des risques, et l'autre lié à l'apport d'expertise achat en interne, et en particulier auprès de nos équipes commerciales, nos équipes de réponse à appel d'offres. Alors, sur le premier volet, on a une démarche RSE et d'onboarding des fournisseurs sur notre démarche RSE forte, via la signature de chartes RSE, mais aussi une couverture des autres risques liés à Sapin 2, type anticorruption, financement du terrorisme et ainsi de suite. Et on a besoin d'avoir des engagements forts de nos fournisseurs de respecter l'ensemble de ces éléments-là. En parallèle, on a aussi mis en place ce qu'on appelle une démarche KYC, Know Your Counterpart, qui vise à faire des contrôles au moment de la sélection des fournisseurs, et en particulier sur différents axes, en fonction du type de société, du pays de provenance ou de la nature d'activité.
il y a un ranking qui se met, et en fonction de ce ranking-là, des informations complémentaires à poser aux fournisseurs, voire qui peuvent aller jusqu'à aller voir les dirigeants. Et évidemment, tout ça, pourquoi on le fait? Il y a également en lien avec les notations financières, donc Altares, hein, tous ces process-là sont bien intégrés dans la partie achat. Pourquoi on le fait? C'est avant tout pour pallier les éventuels risques d'image qu'on pourrait avoir et également sécuriser les appros. En corollaire de ça, on a aussi une partie risque qui est intégrée dans la notation extra-financière de notre groupe. On a des KPIs liés à cela. Autre typologie de risque fort qu'on voit sont les risques liés à la transition énergétique, hein, avec en particulier un impact fort sur tout ce qui est énergie thermique, puisqu'il y a une volonté forte de verdissement de flotte, d'aller davantage vers l'électrique. Et tout ça, ça a un impact en particulier sur nos valeurs résiduelles de ce type de véhicules. Alors, on parle de véhicules chez Transdev, hein, c'est avant tout des autobus, des autocars, mais aussi des véhicules légers, fonction service, transport de personnes à mobilité réduite. Ça, c'est le premier volet. Le deuxième est d'être en accompagnement ou en expertise auprès de nos équipes commerciales. On répond régulièrement à des appels d'offres et on souhaite davantage contribuer à l'offre gagnante, à la fois sur les éléments de transition énergétique, parce que c'est très nouveau et c'est des approches complètement différentes de ce qu'on pouvait vivre jusqu'à présent, et également sur des parties qui sont plus locaux, mais liés à des achats inclusifs auprès de SS, par exemple. Merci Thomas. Donc, on voit donc tous les trois, là, je dirais, des dimensions qui s'enrichissent autour de cette notion de performance. Maintenant, on a eu des questions par rapport à ça. Aujourd'hui, comment vous mettez ça en place? C'est-à-dire que finalement, comment on peut conjuguer à la fois des mesures qui sont purement économiques et des mesures qui sont plus qualitatives ou plus de l'ordre des projets? On parlait de bilan carbone, on parlait de RSE, de dimension gestion des risques. Comment mettre ça en place pour que ce soit correctement piloté avec les autres métiers et puis avec les directions générales en termes de management? Frédéric, vous avez abordé tout à l'heure la notion de langage commun entre achat et finance. Au-delà de ça, quelles sont les métriques que vous mettez en place? Alors, il se trouve que l'outil qu'on utilise donne des métriques qui répondent parfaitement aux attentes de la finance et de nos clients internes. Donc, évidemment, de façon préférentielle, on utilise ça. Mais au-delà de ça, je rebondis sur ce que vient de dire Thomas, c'est-à-dire que les aspects on va dire RSE réputationnels, notamment pour le groupe Eramet, qui est un groupe coté, hein, donc qui est soumis je dirais, aux régulations type Sapin 2, devoir de vigilance, etc. Mais c'est aussi d'abord un groupe minier, hein, donc un groupe minier, donc on a des mines. Et lorsqu'on a des mines, eh ben, malheureusement, on fait des trous dans la terre, donc parfois pas loin de villages, parfois dans des conditions sur lesquelles on doit être extrêmement vigilant. On doit aussi veiller, puisqu'on est dans des pays parfois, on va dire, où l'aspect régulation ou éthique peut poser quelques questions. Donc, l'objet qu'on doit mettre en place pour d'abord aider les acheteurs, parce que lorsque vous travaillez dans un pays où, on va dire, les éléments je dirais, autour de la corruption sont quasiment des éléments, on va dire, naturels, hein, donc il faut être capable d'aider nos acheteurs pour prendre de la distance par rapport à ça et les sécuriser. Donc, nous, ce qui a été mis en place, c'est un SRM, hein, donc un SRM qui permet justement d'analyser et de screener d'une certaine manière, alors aussi bien le fournisseur en lui-même que ses dirigeants, comme le disait tout à l'heure Thomas. Et ce SRM, il est mis à disposition de l'ensemble des acheteurs d'Eramet. Et donc chaque acheteur chez Eramet a une visibilité la plus poussée possible sur son panel fournisseur ou les fournisseurs auxquels il a accès dans sa zone d'intervention. Ça, c'est très important, puisque à un moment, si pour une raison ou
ou une autre, on a un problème qui survient et que le groupe, le nom du groupe est cité dans des affaires, je dirais, liées à ces problématiques de corruption, évidemment, les premières personnes qu'on viendra chercher, ce sont les acheteurs. Et on dira, mais attendez les gars, qu'est-ce que vous avez fait là? Pourquoi vous êtes allé travailler avec ce fournisseur? Donc, d'une façon basique, l'acheteur tout seul dans son coin, il a quasiment aucune chance de récupérer les informations qui lui permettent de justement faire ce choix de travailler ou pas avec lui. Les outils qu'on lui met à disposition aujourd'hui lui permettent d'avoir cette visibilité, lui permettent de faire ce choix en connaissance, et en tout cas sans avoir à le faire, au moins d'alerter quand il y a des problématiques. Donc ça, pour moi, c'est un sujet très important, surtout qu'en plus de ça, lorsqu'on voit l'évolution de la société en général, hein, donc nous sommes encore une fois sur des métaux, on parle beaucoup de voitures électriques en ce moment, on parle beaucoup de la provenance des métaux qui rentrent dans les batteries de ces voitures. Vous avez tous entendu parler des problématiques autour du cobalt, parfois autour du nickel. Et à un moment, l'utilisateur final, le consommateur final voudra savoir comment a été produit la batterie qu'il a dans sa voiture. Et c'est là que nous avons un rôle fondamental à jouer pour être capable de maîtriser cette chaîne de production et assurer auprès des utilisateurs finaux que la batterie qui se situe dans la voiture qu'ils ont achetée a été produite dans des conditions, on va dire, RSE irréprochables. J'ajoute juste, pour terminer, que le groupe Eramet prend ces questions extrêmement au sérieux, et pour cause, le Wall Street Journal a publié il y a récemment un classement des entreprises mondiales qui, je dirais, étaient les mieux classées d'un point de vue RSE, et Eramet, qui n'est pas une entreprise très connue en France, hein, faisait partie des top 100 des entreprises mondiales sur ce plan-là. Donc, ce qui démontre, et nous, bien entendu, en tant qu'acheteurs, on apporte notre pierre à l'édifice, hein, notamment sur cette chaîne d'approvisionnement. Donc, pour nous, au-delà de l'aspect purement financier, l'aspect RSE et suivi et analyse de la chaîne de valeur est fondamental. Marc, vous avez abordé beaucoup de dimensions. Comment est-ce que vous arrivez à piloter ça de votre côté? Oui, j'ai vu qu'il y avait des questions dans le fil du chat là, sur la mesure de la performance, donc je vais répondre à ça. Je vais d'abord prolonger ce que vient de dire Frédéric, parce que nous aussi, on est engagé dans des démarches de certification diverses et variées, donc qui sont aussi quelque part, qui rentrent pour moi dans le pilotage de la performance. Donc notamment, on se met en situation d'être labellisé relations fournisseurs et achats responsables, donc délai de paiement, qualité de la relation avec les fournisseurs. Et il y a aussi un volet intégrité là-dedans, et je voulais ajouter que donc on se met aussi en situation d'être certifié ISO 37001, qui est le système de management anticorruption, parce que nous aussi on a des risques réputationnels, parce que nous aussi on se doit de travailler avec des fournisseurs dont on doit maîtriser le plus possible dans la chaîne l'intégrité. Et je reviens au côté responsable, évidemment, nous aussi on est attentif à ce que la provenance des produits soit la plus sécurisée possible en termes de respect des droits de l'homme, en termes de respect de l'environnement, même si dans les achats publics, ce n'est pas forcément très facile de discriminer sur tous ces aspects-là. Et ce n'est pas facile non plus de mesurer toute la chaîne de sous-traitance. On fait le maximum là-dessus. En tout cas, c'est une préoccupation réelle pour nous. Et encore une fois, de toute façon, les labels et les normes, voilà, ça ne peut pas raconter d'histoire. Soit vous êtes labellisé, soit vous ne l'êtes pas, soit vous êtes certifié, soit vous ne l'êtes pas. Et donc, notre ambition, c'est bien de l'être. Alors, pour illustrer ça, donc, puisque vous me demandiez les critères de mesure qu'on utilisait, si je reprends mon exemple du numérique, hein, c'est assez facile. C'est le pourcentage d'étudiants qui sont dotés, c'est le pourcentage de salles de classe qui ont du Wi-Fi, c'est le pourcentage de lycées qui sont en THD. Voilà, tout ça est mesuré, tout ça est piloté. Et c'est bien les indicateurs qui vont faire que la politique publique de la région est fixée ou pas. Sur le carbone,
J'en ai pas parlé tout à l'heure, mais on est en train de remplacer une grosse partie de notre parc de véhicules. Bon, pas un gros parc de véhicules, en total, on a 1200 véhicules sièges et lycées. On est en train de verdir tout ça, donc on va acheter des véhicules électriques là, puisqu'en fait, on a quelques lycées où il y a des petits trajets, donc c'est facile de faire ça, de passer au tout électrique. Donc on va mesurer évidemment l'impact carbone de tout ça. Et je reviens au local et au bio. Alors là, c'est très simple, hein. De toute façon, notre objectif, nous, c'est 100% de local et 50% de bio à horizon 2024. Et tout ce que je décrivais tout à l'heure et qu'on est en train de faire doit nous conduire à ça. Donc, on met en place évidemment les indicateurs pour y arriver. Alors, évidemment, tout ne sera pas bio, tout ne sera pas local, mais chaque lycéen, au moment de se servir à la cantine, c'est très terre à terre tout ça, mais c'est quand même la réalité de ce qu'on vit et c'est notre vie à nous tous, hein, finalement. On doit pouvoir se constituer un plateau avec que du local et 50% de bio. Voilà, donc c'est ça l'objectif et tout ça est vraiment strictement mesuré. J'ajoute qu'on a acquis un système d'information dédié sur cette restauration pour pouvoir mesurer, d'abord pour outiller le process achat de bout en bout, c'est-à-dire que depuis la réponse aux appels d'offres et le fait que les fournisseurs vont pouvoir déposer leurs offres. Oui, je suis capable de vous fournir X tonnes de pommes de terre bio. Oui, je suis capable de vous faire du local. Jusqu'au système de commande par chacun des établissements. Tout ça est outillé. Tout ça va nous permettre de mesurer justement l'atteinte des. Merci Marc. Thomas, je vous propose d'enchaîner sur cette question des métriques et de la mesure en répondant probablement à une des questions qui s'est posée autour des interactions avec le contrôle de gestion et la finance. Quelles sont les métriques, quels sont les processus mis en place, comment on s'assure finalement de la continuité entre la performance qui est reportée par les achats et celle qui est derrière affichée par la finance ou par la direction générale. Alors déjà, il y a l'intime conviction, c'est que le plus de performance on peut intégrer dans les budgets, le mieux c'est, puisque ça permet d'onboarder tout le monde là-dedans avec un objectif commun. Donc, on va dire assez historiquement, tout ce qui est instruction budgétaire sur les familles d'achats stratégiques et des hypothèses sur les véhicules, sur l'énergie, sur les pneus et les pièces de rechange, c'est quelque chose qui est intégré depuis un certain temps. Ce qu'on vise maintenant, c'est d'intégrer davantage d'actions achats qui ne sont pas totalement à notre main, parce que liées à la fois à des déploiements de contrats au niveau local ou liées à des optimisations de choix fournisseurs au sein de ces contrats. Donc ça, c'est un travail qu'on a initié en lien avec évidemment la finance, les contrôleurs de gestion, mais aussi les directeurs performance et nos relais achats région. C'est-à-dire que nous, on leur propose des actions chiffrées par famille d'achat normées. Et après, tout le travail consiste à intégrer tout ou partie. Enfin, nous, on propose, eux, après, ils disposent d'intégrer tout ou partie de ces objectifs-là à même les budgets. Alors, évidemment, pour ce faire, on crée des rituels mensuels, hein, des réunions, enfin des teams en l'occurrence, avec l'ensemble de ces intervenants. Nous, on porte des actions, évidemment, en lien avec notre client interne. Sur les achats directs, c'est bien souvent la direction de la maintenance. Et une fois que, avec notre prescripteur, on est convaincu qu'on peut lancer telle ou telle action achat, à ce moment-là, on les présente au niveau des régions et on essaye d'avoir leur buy-in, évidemment, étant support pour le déploiement. Après, une fois que ça c'est fait, il faut évidemment mettre en place des KPIs trimestriels pour pouvoir s'assurer que ce qu'on a prévu est fait, et donc en lien avec les financiers / contrôleurs de gestion locaux. Et un outil comme Perangusta, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles on va le déployer, facilite grandement tout cela, parce que le module contrat permet d'avoir les infos contrat à disposition, ou les modèles de résumé de contrat, que sur la partie lancement, pipe d'action achat, et suivi de savings, de la même manière, cet outil-là est aussi déployé au sein des régions et au sein des communautés finance plus key stakeholders. En plus de ça, on a profité aussi de cette période pour lancer encore davantage de plateformes de dématérialisation type DocuSign pour pouvoir signer des contrats, des bons de commande,
toute une série de documents. Merci Thomas. Ce que je voudrais maintenant peut-être, c'est qu'on essaye d'explorer ensemble dans quelle mesure finalement cette performance des achats va s'inscrire ou s'inscrit de plus en plus dans la performance d'entreprise. On parlait de dimension carbone, de dimension RSE. Quel est finalement le pouvoir ou quel est le niveau d'influence que doivent prendre les achats dans le cadre de la performance globale de l'entreprise et comment finalement le décliner? Frédéric? Merci. Alors, chez Eramet, nous avons alors la fonction achat chez Eramet est d'une façon générale, même si ça avance, hein, et pas très mature, hein. Donc, la fonction achat a vraiment commencé à se structurer fortement à partir de 2015, donc c'est assez récent. Donc, par contre, la direction générale souhaite que cette fonction soit au centre du jeu, ça c'est un objectif affiché. Et pour ce faire, nous avons saisi la balle au bon donc, à la fin de l'année 2020, donc dans le contexte de crise que vous connaissez, où on a souhaité agir donc sur le spend, sur ce qu'on allait dépenser. Donc, vous savez que quand on dépense quelque chose, en fait, on a deux principaux facteurs. On a le prix, hein, qui est du ressort, on va dire, de l'acheteur, et puis on a la quantité, qui est plutôt du ressort de l'utilisateur, qui va donc faire appel à ses besoins. Et donc on a convaincu donc la direction générale d'agir sur ce plan-là. Non seulement d'agir sur le prix, mais également d'agir sur la quantité. Donc on a structuré un projet au niveau des ramettes pour permettre justement de challenger le besoin. Voilà. Hein, donc de challenger la quantité dans le même temps qu'on challengeait le prix. Et ça, c'est un effet très puissant puisque ça permet notamment, dans le processus, hein, de mettre en place des rituels en avance de phase pour anticiper les besoins et justement être capable d'anticiper les vrais besoins des utilisateurs et du coup éventuellement mettre en place des contrats, éventuellement faire rentrer de nouveaux fournisseurs, éventuellement lancer des appels d'offres, chose qu'avant on avait énormément de difficultés à réaliser puisqu'on était plus dans la réaction. Hein. Donc, cette notion d'anticipation des dépenses, de challenge des besoins est fondamentale. Elle se fait en coordination, et on y revient, avec la fonction finance et notamment le contrôle de gestion. Hein. Lors de ces rituels, on a trois parties. On a l'utilisateur interne qui fait état de ses besoins. On a le contrôleur de gestion qui vérifie tout l'aspect budgétaire et savoir si tout ça est bien respecté. Et enfin, il y a l'acheteur qui est là et qui explique quelles sont les possibilités en termes d'ouverture de panel, ce que j'ai expliqué tout à l'heure, et de façon à être le plus en amont possible de ces problématiques. Ça a un effet extrêmement puissant, hein, puisque du coup, certains, on va dire, utilisateurs qui pouvaient avoir quelques petits problèmes avec le processus achat se trouvent pris dans la seringue, si je peux exprimer ça comme ça, et obligés de montrer, en tout cas de dévoiler quelles vont être les dépenses dans les 3 mois qui viennent, de façon à ce qu'elles soient bien intégrées dans le système. Donc ça, c'est en place actuellement et ça se déploie sur l'ensemble du groupe Eramet, ce qui n'a pas été une chose simple, hein, puisque je rappelle qu'on ne peut pas se déplacer et tout ça, on l'a fait donc à distance. Donc des outils comme DocuSign ont été utilisés également pour justement essayer de pallier à cette problématique de non-déplacement. Merci Frédéric. Marc, avec une vision un peu élargie, comment est-ce que les achats peuvent assumer complètement leur rôle de contributeur à la performance globale d'une organisation au travers de toutes les dimensions que vous avez évoquées jusqu'à présent? On a déjà dit pas mal de choses. Moi, ce que je peux ajouter dans le prolongement de ce que dit Frédéric, sur la mesure de la performance financière, on a quand même encore des progrès à faire parce que, effectivement, même si on est capable de dire qu'on a fait 100 millions d'euros d'économie, on est quand même une mesure aujourd'hui de performance qui est assez simple.
avec voilà combien ça me coûtait avant, voilà combien ça me coûte maintenant, des prévisions de volume. Et puis, quand c'est un achat one shot ou c'est un nouvel achat, on part d'une estimation d'un budget qu'on a fait avec la gestion opérationnelle et on se dit voilà, on a gagné tant. Bon, tout ça, je suis d'accord, reste assez théorique, mais c'est important quand même de le mesurer parce que finalement, ça donne du sens aussi à l'action des acheteurs au quotidien et puis ça valorise quand même la fonction si besoin était au niveau de la direction générale. Bon, après, les progrès qu'on a à faire là-dessus, c'est que en amont, il faut qu'on intègre ça dans les budgets, ce qu'on ne fait pas vraiment aujourd'hui. C'est-à-dire que quand on construit le budget, là, on est en train de construire le budget 2022. Bon, ça va se faire à l'été 2021. Il faudrait déjà qu'on se dise avec la direction des finances, voilà, on dépensait X centaines de millions d'euros ou X dizaines de millions d'euros sur tel sujet. Il y a un renouvellement de contrat qui est prévu, donc on sait qu'on va pouvoir faire une économie. Donc, pour 2022, on sait déjà qu'on doit pouvoir dépenser tant de moins. Ça, très honnêtement, on ne le fait pas suffisamment. Mais c'est un axe de progrès, c'est des choses que j'ai fait dans des vies antérieures qui sont vraiment pas simples à faire, mais qui peuvent fonctionner. Et après, il y a le calcul du spend réel. Ça, c'est quelque chose que moi, je fais assez peu aujourd'hui. On le fait quand on a un marché, un contrat à renouveler et qu'on doit regarder un petit peu pour remettre en concurrence quels sont les items qu'on a commandés, enfin voilà, des marges de spend classiques pour construire la stratégie d'achat à venir. Mais on ne le fait pas de façon récurrente, en disant, mais tiens, finalement, l'année dernière, on a annoncé tant de gains théoriques, combien on a fait réellement? Ça, je suis d'accord que ça peut manquer, ça peut être en tout cas une bonne pratique à développer pour renforcer notre crédibilité et sans doute parfois même améliorer la j'ai pu passer une question là sur la mesure du bio et du local. Je ne sais pas répondre pour le moment parce qu'encore une fois, c'est un projet en déploiement, hein. Pour le moment, on a uniquement sourcé des produits type épicerie et surgelé, donc on est capable de mesurer ce qu'on a en bio, mais je n'ai pas encore les chiffres parce que vraiment ça vient d'être notifié, donc on n'a pas encore de recul. Et c'est vraiment un projet dans la durée parce que, encore une fois, l'objectif c'est 2024. Donc on a démarré l'an dernier. C'est long parce que il faut construire les appels d'offres, il faut faire ça progressivement lot par lot. Aujourd'hui, ils font pas, sauf si on leur donne pas de visibilité, ils savent pas s'engager sur des quantités, ils savent pas s'engager sur des plantations bio, sur l'élevage, sur des capacités de production de viande, etc. Donc tout ça se fait dans la durée, donc je ne sais pas encore répondre. Ce que je peux vous dire, c'est qu'en termes de critères dans les appels d'offres, on met quand même des critères d'empreinte carbone, de délai et de kilomètres de transport pour être sûr qu'on va acheter du local. Donc ça, c'est des critères mesurables dans les appels d'offres. J'ajoute aussi, puisque vous me disiez en quoi on peut encore plus contribuer, il y a quelque chose qu'on ne mesure pas aujourd'hui, c'est l'empreinte carbone globale. Alors, les collectivités ont une obligation de faire régulièrement des bilans carbone sur tout leur périmètre. Donc là, on est en train d'en faire un pour mesure des 5 précédentes années à peu près. Et on va évidemment embarquer tout ce qu'on a fait au niveau des achats. Ça sera facile au niveau des véhicules, ça sera facile au niveau d'un certain nombre de choses. Par contre, nous, on a une grosse activité qui est liée à la construction, puisqu'on a en charge les 6 millions de mètres carrés de lycées, donc ça fait 500 millions d'euros tous les ans de construction, de maintenance et de rénovation des lycées. Or, on sait que les chantiers de construction ont un impact carbone important, et ça, on ne sait pas le mesurer aujourd'hui. On ne sait pas le mesurer simplement. S'il y a des bonnes pratiques autour de la table, je suis preneur d'échanges. C'est des choses pas simples, hein, en termes de matériaux, de chantier lui-même, d'impact de toute la filière de production. Voilà, moi, ça, je ne sais pas le mesurer. On a un gros travail à faire. Donc, j'essaie d'être équilibré entre ce qu'on faisait bien et ce qu'on ne faisait pas. Merci Marc. Votre son est un peu coupé, mais on vous a quand même bien compris. Thomas, juste pour rebondir peut-être sur ce que vient de dire Marc, comment est-ce que vous faites le lien entre la performance telle qu'elle est mesurée par les achats et la performance réelle, la performance réalisée? C'est une question assez classique, mais quelle est la réponse aujourd'hui de Transdev à cette question-là? Alors, tout d'abord, il y a
comment dirais-je, il y a un axe très très important pour la fonction achat et tout à fait récent, c'est que les achats font partie d'un des 9 axes stratégiques que Transdev suit au niveau de son board, hein, au même titre que tout ce qui est zéro émission, au même titre que tout ce qui est performance des conducteurs, quête des métros, les data et ainsi de suite. Donc ça c'est un point majeur parce que ça veut dire que la performance, entre autres, enfin, les objectifs, la performance, la gestion des risques et des achats vont être suivis au plus haut niveau de l'entreprise, c'est-à-dire au niveau du board, de manière périodique, tous les 3 mois. Et à la fois et de manière très globale, c'est-à-dire que ces axes stratégiques sont déployés également au niveau de chacun des 17 pays de Transdev. Donc ça, c'est une manière d'être davantage sous les flux de projecteurs. Donc c'est excessivement motivant également pour l'ensemble des équipes, hein, de passer on va dire un peu beaucoup de l'ombre à la lumière. Après, pour rebondir sur ce que disait Marc, au-delà effectivement des déclarations de performance qui se font, donc le premier step, c'est de le faire valider communément par la finance et les stakeholders. Et ça, c'est le travail en cours qui est en bonne terminaison. Après, c'est comment on le suit effectivement sur la partie spend réelle. Et ça, quand on n'a pas de RP au niveau global ou quand on n'a pas de P2P global, ça peut être parfois une sinécure. Donc, et un gros axe de progrès. Bon, après, il y a un certain nombre d'outils qui sont aidants. L'outil Ferrangousta en fait partie, des outils de Power BI en font partie, des outils de système d'info achat également. Donc ça, c'est un gros axe majeur, sachant que voilà, l'enjeu est vraiment celui-là. C'est comment faire reconnaître la performance achat à tout niveau de l'organisation, géographique, fonctionnelle, et avoir des KPIs à la fois compris, suivis et reconnus par l'ensemble. Donc c'est effectivement une grande ambition, mais je dirais que tous les voyants sont au vert pour qu'on puisse travailler efficacement là-dessus et de manière collective et multi-pays. Parfait. Il y a beaucoup de questions et je vous propose de réagir sur certaines d'entre elles particulièrement. Il y a une dimension qu'on a abordée avec un angle peut-être un peu différent, plutôt celui du risque, c'est la dimension de performance fournisseur. Comment intégrer au mieux la performance des fournisseurs? Comment faire un axe qui va rentrer en termes d'indicateurs et de suivi dans la performance achat ou dans la performance globale d'une organisation? Est-ce que vous avez des bonnes pratiques là-dessus à partager? Qui veut? Je peux prendre la parole là sur la partie notamment performance RSE, puisque c'est un sujet, encore une fois, qui est réellement pris en compte. Alors c'est assez récent, hein, donc bon, on a un peu tâtonné au début, évidemment, un peu comme tout le monde. Donc bon, chez Eramet, il y a à peu près 16 000 fournisseurs actifs, hein, donc c'est beaucoup de fournisseurs, donc il est évident qu'on ne peut pas suivre les 16 000 fournisseurs d'une façon équivalente, hein. Donc il a fallu faire des choix. Donc on a créé une procédure qui permette justement d'identifier les vrais fournisseurs à risque au sens RSE, hein, et de focaliser nos attentions sur cela et uniquement sur cela, sachant que les autres, on les traite d'une façon différente avec des outils plus automatisés. Et ceux-là, qui sont à peu près au nombre de 500 chez Eramet, ben ceux-là, on les screen, on les surveille via un partenaire qui s'appelle Ecovadis, on les suit dans des comités achats responsables, et ils font partie de la feuille de route d'Eramet, hein, RSE, hein, j'en ai parlé un peu tout à l'heure. Il y a 13 indicateurs au niveau d'Eramet sur la feuille de route RSE. Donc, un de ces indicateurs, c'est justement la compliance de 100% de nos fournisseurs dits critiques. Donc, ce sont ceux-là à l'horizon de 2023. Donc, voilà. Donc, concrètement, c'est comme ça qu'on fait chez Eramet parce qu'il faut faire des choix et on a choisi d'aller vers ces fournisseurs dits critiques
identifiés comme critiques au regard à la fois du pays, de l'activité et de l'enjeu qu'ils représentent pour l'activité des RAMET. Très bien. Alors, si je peux compléter les propos de Frédéric, côté Transdev, on a fait une assez vaste campagne de SurveyMonkey sur une 12-15 de familles achats. Donc, via un questionnaire auprès de nos clients internes, hein, on va dire, de la filière technique, quand on parle d'achat direct, de la filière services généraux, par exemple, quand c'est des achats plus indirects. Et effectivement, donc, suite à ça, il y a certaines actions correctives qui doivent être, qui sont portées auprès de l'acheteur, qui doit les effectuer vis-à-vis de son fournisseur. Donc après, ces enquêtes sont assez classiques, hein, ça concerne la qualité des biens, des produits, des services rendus, le respect des délais, le respect des conditions contractuelles, les axes d'amélioration et ainsi de suite. Donc c'est un prémisse. En tout, il y a sans doute une centaine de fournisseurs qui ont été concernés et peut-être qu'à l'intérieur de cela, il y a des axes d'amélioration à faire auprès d'une dizaine ou d'une vingtaine. Mais bon, c'est un démarrage, c'est pas encore non plus industriel, mais c'est un des moyens de montrer aussi à nos fournisseurs qu'on suit davantage de plus près leurs performances réelles et surtout identifier les axes de progrès communs pour le bien-être de tout le monde. Marc, vous voulez réagir sur cette dimension? Bon, en fait, nous, vous savez, on a une fonction achat qui est jeune, hein, on a que 4 ans plus d'existence, donc on a beaucoup travaillé sur la structuration, sur les process, sur la recherche d'économie. Et cet aspect performance fournisseur, il est vraiment encore à développer chez nous. On le fait aussi sur l'aspect, sur le volet compliance, quoi, sur le volet surveillance un petit peu de la santé financière aussi, et tout ça. Mais par contre, performance au sens où créer de la performance en commun de façon systématique. Sur les quelques exemples que j'ai donnés, on voit qu'on le fait de fait dans les contrats qu'on met en place. Par contre, de faire vivre un panel, de travailler ensemble sur l'amélioration, tout ça, on ne fait pas beaucoup. Ce qui n'est pas forcément simple d'ailleurs dans les achats publics, parce que finalement, on est sur des contrats qui sont parfois assez courts et on ne peut pas non plus privilégier les fournisseurs dans le cadre d'une remise en concurrence à venir. Évidemment, ceux qui sont en place ne peuvent pas avoir un avantage marqué par rapport aux autres. Donc, voilà. Tout ça est un peu compliqué, mais on a quand même des choses qu'on pourra exploiter, notamment dans le domaine de la construction, travailler plus avec les fournisseurs pour construire autrement, plus efficace, plus vert, plus rapide, moins cher, etc. Et on le fait pas assez, on doit passer plus de temps là-dessus. Ok, c'est clair. Je voudrais vous poser aussi une question, parce qu'on rencontre, nous, avec Père Angousta, beaucoup de sociétés qui aujourd'hui, où les achats sont directement en première ligne sur des plans transversaux. Alors, on va les appeler performance, parce qu'on les appelait aujourd'hui performance, mais des plans de type bilan carbone, de type RSE, de type, on parlait de politique publique tout à l'heure, mais des éléments que je dirais plus transverses aux organisations. Quelle est la légitimité aujourd'hui des achats pour prendre en main réellement ces plans-là? On voit chez des grands industriels aujourd'hui que les achats sont vraiment en train de prendre la main sur le pilotage des plans carbone à horizon 5, 10, 15, 20 ans. Est-ce que ce n'est pas une opportunité pour les achats de s'inscrire sur de la performance en transversale aussi dans vos organisations? Pour Eramet, je dirais que la situation est un peu différente. C'est-à-dire que nous, on produit du minerai. Et lorsqu'on fait le bilan carbone, scope 1, 2, 3 d'Eramet, en fait, on s'aperçoit que en fait, la grosse empreinte carbone d'Eramet, c'est pas les fournisseurs, c'est les clients. Parce que ce minerai est transformé, donc il est chauffé dans des fours, etc. Et c'est ça qui consomme beaucoup de carbone. En gros, l'empreinte carbone de nos fournisseurs est à peu près équivalente, je crois que c'est 3 millions de tonnes comparativement à 2 millions de tonnes pour le groupe Eramet, et c'est plus de 7 millions de tonnes pour les clients par an. Donc ce sujet-là, aujourd'hui, je
je dois dire que chez Eramet, il n'est pas vraiment drivé par les fournisseurs, par les achats, pardon. C'est un sujet qui est venu récemment sur la table, hein, et sur lequel on va commencer à travailler, bien évidemment. Alors, côté Transdev, hein, évidemment, l'aspect carbone est excessivement prégnant, hein, puisqu'en tant qu'opérateur de transport public, l'un des enjeux pour nous est de faire abandonner l'autosolisme. Hein. Il n'y a rien de plus polluant qu'un véhicule léger avec un seul conducteur. Donc, de facto, notre activité contribue à décarboner l'ensemble. Et évidemment, en complément, l'enjeu fort lié à la transition énergétique et au verdissement de la flotte. Après, c'est un sujet où les achats sont évidemment très, très impliqués, mais il y a également des spécialistes du sujet. Alors, chez nous, ça s'appelle la ZE Team, donc Zero Emission Team, qui sont des personnes techniques. Alors, évidemment, on est en lien très étroit, hein, on se parle à peu près tous les jours. Donc, eux sont plutôt axés sur les axes carbone. Nous, on est plutôt axés sur comment les accompagner, et en particulier lié au fait qu'on a les relations fournisseurs, on a les relations avec les constructeurs de véhicules, avec également les fabricants d'énergie. On parle d'énergie as a service, mais c'est plutôt un travail, on est contributeur et pas forcément leader, parce que évidemment ça nécessite aussi des ressources dédiées, de l'expertise. Puis comme vous pouvez le voir sur la slide, on reste un nombre limité d'acheteurs au sein du groupe, hein, 45 acheteurs corporate et pays sur un spend de 2,5 milliards. En termes de ratio, je pense que vous voyez les autres chiffres. Oui, c'est un benchmark intéressant. D'ailleurs, quand on parle de performance aussi, parfois, on met en regard le niveau de dépense, évidemment, avec les ressources. Et c'est aussi une dimension de la performance qu'on n'a pas forcément abordée aujourd'hui. Nathalie, je me tourne vers vous. Est-ce qu'il y a des questions qui sortent un petit peu là, qu'on pourrait aborder pour terminer? Il nous reste 2-3 minutes. Au niveau des questions, je ne sais pas si on les a toujours ce qui concerne le niveau de contrôle, en tout cas, hein, de pilotage des coûts. En tout cas, ce sont des questions que nous retrouvons, notamment une de Armel Martin. Suivez-vous et reportez-vous séparément les évolutions de coûts liées aux matières premières, aux optimisations de spécifications, d'optimisation, stock, transport, de négociation, appel d'offres, etc. Ça, je peux en parler parce que ces sujets-là, on achète à peu près 1 milliard d'euros sur ces segments-là chez Eramet sur les 2,8, donc vous voyez que c'est considérable. Donc on utilise le même outil, on utilise Per Angusta, hein, pour reporter les gains. Par contre, ce qu'on demande, alors je rappelle que on utilise dans la note de la procédure de calcul des savings, ce cas-là est bien référencé. Évidemment, lorsqu'on achète des matières premières, l'évolution des prix doit être corrélée à une évolution du prix des indices, hein, donc ça c'est absolument évident. Et pour être certain que, on va dire, cette performance soit mesurée correctement, en plus de la déclaration classique qu'on demande, on demande à l'acheteur de rédiger une petite note d'explication qui permet au contrôleur de gestion justement de bien comprendre les références de prix, les indices, etc. et donc de déclarer sa performance achat, tout simplement. C'est exactement le même type de principe chez Transdev, hein, avec, en tout cas pour la partie France, une déclaration de gain chez Per Angusta, c'est des cas évoqués. La performance de l'acheteur ne doit pas être liée aux évolutions de matières premières. Et effectivement, pour s'assurer de tout ça, ce qu'on va déployer dans chacun des pays, c'est une validation financière. Alors après, c'est à la main du pays, hein, au-delà d'un certain montant de spend. Et évidemment, avec toutes les fiches d'explication pour que le financier à la fois comprenne la nature des chiffres, comprenne ce qui est coût évité, ce qui est impact PNL, éventuellement remise de fin d'année. Et en fonction, déclenche un débat, parce que c'est effectivement, c'est ça le plus important, c'est la finance qui parle aux achats, pour ajuster ou valider le saving, ce qui en donne une valeur extrêmement prégnante. Merci Thomas. Je vous propose, il est midi, là, je vous propose en quelques mots peut-être une conclusion, sauf si Nathalie a d'autres questions qui ressortent particulièrement. Peut-être la question de Pascal en début de séance, en début de conférence, sur la motivation des fournisseurs sur le volet performance.
On est moins motivé pour le coup. Si, effectivement, c'est comment intégrer le fournisseur dans une approche plus globale. Je pense que c'est un peu ça. C'est quels sont les axes de développement qu'on peut avoir avec des fournisseurs stratégiques pour améliorer la performance globale, donc à la fois chez nous et chez lui. Je pense que ça peut être dans ce cadre-là. Et effectivement, c'est des choses pas faciles à mettre en place parce qu'il faut les cadrer, il faut consacrer du temps, éventuellement de l'argent, parce que parfois il faut faire de petits investissements pour améliorer la performance en termes de TCO. Donc ça, on va dire que c'est le cran d'une maturité achat bien importante également. Donc bon, j'ai quelques expériences là-dessus, mais c'est pas encore non plus la règle, on va dire. Il y a un aspect important, très rapidement, hein, qui peut, je dirais, aller dans ce sens-là. C'est ce qui est demandé aux acheteurs chez Eramet, dans la mesure du possible. C'est au-delà de l'aspect purement économique et financier, c'est d'aller chercher l'innovation aussi chez les fournisseurs. Parce que l'innovation, les fournisseurs, ils sont pas ouverts à la donner à tout le monde. Hein, donc il faut s'assurer d'être un client cible ou un client privilégié. Donc déjà, il faut avoir une relation de bonne tenue. Et puis après, le boulot de l'acheteur, c'est aussi d'aller chercher ces informations. Ça fait partie des discussions. Alors non seulement il faut aller les chercher, mais en plus, et c'est peut-être ça le plus dur, c'est qu'il faut les vendre en interne. Voilà, donc il faut avoir suffisamment ce leadership, d'être capable d'aller chercher cette innovation chez les fournisseurs et d'aller la vendre à ses clients internes. Et quand ça c'est fait, je pense que le boulot est fait. Bien. Ça me paraît une bonne conclusion. Il est 12h02, là, on va terminer cette session. Merci à tous, merci à tous les participants, merci à nos invités, évidemment. Je vous signale au passage que nous avons une démonstration, un webinaire de présentation de la solution le 13 avril prochain, pour ceux qui sont intéressés sur Per Angusta. Voilà, on va terminer. Merci Nathalie, merci au CNA. Merci à vous tous et à bientôt. Donc, vous retrouverez le replay aussi sur le site du CNA. Et à très bientôt. Merci à tous. Merci, bon appétit. Au revoir. À bientôt, au revoir.